Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bonjour à tous, déjà le 10e épisode, et pour démarrer celui-ci, je voulais vous remercier. Remercier déjà les invités, tous ceux qui sont passés au micro et qui nous ont partagé leur histoire, merci à vous. Et remercier aussi nouvellevipro.fr qui est la porte d'entrée de la reconversion et qui relaie chaque épisode de ce podcast. Merci à vous, tous ceux qui êtes abonnés ou de passage, et surtout ceux qui m'ont fait des feedbacks, parce que c'est très précieux pour améliorer le fond et la forme de ce podcast, donc surtout continuez, c'est très important pour moi. Dans cet épisode, on va partir à la rencontre d'Alexandre. Donc Alexandre, c'est quelqu'un qui aimait son métier, mais qui voulait donner une nouvelle direction en gardant à peu près la même activité, mais donner du sens et servir son pays. Ce qui est une démarche assez atypique et un cheminement intéressant. Deuxième chose, c'est qu'il a expérimenté le fait de se retirer un peu de la vie normale pour prendre le temps du discernement. Et puis la dernière chose, c'est qu'il a réservé une grande place à l'intuition. Moi j'y crois beaucoup aussi, et il nous parle un peu d'intuition dans cette interview, et je trouve ça intéressant. Voilà, moi j'ai déjà trop parlé, je vous laisse découvrir son histoire. Salut Alexandre. Salut. Merci de passer un petit peu de temps avec nous cet après-midi. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ce que tu faisais avant ? Bien sûr. J'ai été pendant 8 années au sein du groupe Areva, donc dans l'industrie énergétique, nucléaire évidemment, mais aussi les énergies renouvelables. Et je m'occupais en fait de la communication de crise et des relations presse, et tout ce qui a trait aux éléments de langage, aux communiqués de presse, aux interviews de nos porte-paroles. Alors, il y avait ceci de particulier que le groupe Areva est une boîte dont l'État est actionnaire, donc il y a un côté politique qui est très présent, donc avec la pression inhérente liée à cet actionnariat d'État, ce qui rendait en fait la perspective très 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 challengeante et pressurisante certes, mais passionnante. Ton quotidien à l'époque, ça ressemblait à quoi ? Eh bien, tout simplement des horaires à rallonge, c'est-à-dire qu'un lever vers 6h30, immédiatement, j'ouvrais à l'époque, c'était pas un iPhone, c'était un BlackBerry. Bon, depuis, ça n'existe plus, mais c'était comme cela à l'époque. BlackBerry, on était inondé de dépêches, de l'AFP, du Figaro, du Monde, peu importe, enfin, voilà, tout en lien avec notre activité. On connaissait tout, à partir de 7h du mat, j'étais en lice, et prêt, éventuellement, à appeler mon patron ou certains de mes directeurs généraux pour leur dire, voilà, sur tel ou tel problème, il y a une crise potentielle. Donc, clairement, ça commençait par ça. Ouverture des dépêches de ce que le monde médiatique a pu dire sur un sujet donné. Donc il y a une critique par exemple Voilà. sur Areva. Eh ben, s'il y a une critique forte qui est susceptible de générer une crise médiatique, comme par exemple, ça a été le cas avec Fukushima, pour prendre une très très grosse crise, eh bien là, il faut mettre en branle-bas de combat une équipe dédiée qui va essayer de gérer la crise sur le plan technique, technologique, médiatique, et donc préparation des éléments de langage, c'est-à-dire ces éléments que nos porte-paroles dispenseront auprès des médias, en fait, sur plateau ou sur radio, peu importe. Donc toi, tu ponds un document prêt à lire. C'est ça, exactement. Alors on le pond, on n'est pas seul, dans la mesure, bien sûr, on les fait valider par la direction pour qu'on soit tous d'accord avec le message qui doit être délivré. Donc c'est un travail collaboratif qui se fait dans l'urgence, mais avec énormément de précision, énormément de vigilance, parce que ce qui sera dit ne doit pas être déformé, il doit être le plus précis possible. Donc voilà, c'était un travail de grande rigueur qui se faisait en collaboration et qui nous permettait d'avoir des journées extrêmement palpitantes, très éprouvantes, mais palpitantes. Et avec cet avantage aussi de ne jamais vraiment trop savoir de quoi la journée sera faite, parce que par définition, une crise n'est pas prévisible. Donc elle pouvait tomber à n'importe quel moment. Donc l'urgence du jour devenait, tant pis, quelque chose qui était plus important quand quelque chose d'autre surgissait. Voilà. D'accord, une crise en remplace une autre. Exactement, tout à fait. Et alors la particularité, tu m'expliquais que toi, tu t'éclatais dans ton boulot. Exactement, ouais, moi c'est un boulot que j'ai beaucoup aimé, d'abord parce que c'est un boulot où on a énormément de choses à apprendre, qui touche à l'humain, dans le sens où bien, pour être un bon attaché de presse et un bon communicant de crise, il faut être bienveillant, il faut pouvoir être à l'écoute de l'autre, mais développer aussi un réseau de journalistes. Alors les journalistes qui sont des personnes particulières, elles vivent dans un métier qui est aussi en crise. Donc tout cela peut être un peu complexe parfois comme relation, mais il faut savoir en jouer. Donc voilà, c'est un métier très riche à ce niveau-là. Très riche aussi parce que bien sûr, on est amené à ces niveaux, à ces enjeux-là, qui sont l'énergie. On est amené à rencontrer des personnes de premier plan qui sont au gouvernement, qui vont être
des personnalités publiques qu'on voit souvent sur les plateaux, mais aussi de grands ingénieurs qui sont des cerveaux hors normes. Enfin, donc, de ce point de vue-là, il y a une grande richesse humaine en fait, qui se joue. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé en fait ce côté très stimulant d'être en première ligne dans le feu de l'action, à constamment avoir le sentiment de gérer des crises internationales, même quand le monde entier s'en foutait quelque part, parce que bien souvent en fait le commun des mortels ne se rendait pas forcément compte de ce qui se passait. Voilà. Donc c'est différent du lobbying. Il y a deux métiers bien différents. Tout à fait, c'est différent du lobbying parce que nous, alors on est vraiment dans la communication d'influence, hein, quand on est dans communication de crise et relations presse, c'est de la communication d'influence dans le sens où, effectivement, on souhaite que notre parole induise une direction, voilà, qu'elle prenne un chemin et pas un autre. Quand le lobbying, alors qui est un mot un peu tabou en France, mais qui est une réalité, il n'empêche, quand le lobbying, lui, cherche vraiment à pouvoir influencer des groupes de pression. Voilà, ça peut être des sénateurs, des députés, des industriels. Moi, en fait, les seules personnes que j'aurais pu vouloir influencer, ce sont les journalistes. Or, s'il y avait une catégorie de personnes qu'on ne peut pas influencer, c'est celle-ci. Donc, il faut la jouer de façon très transparente. Et donc, voilà, on fait de la communication d'influence, mais non pas de lobbying. C'est très différent. Ouais. D'accord, pour bien comprendre les contours de ton job. Et donc, malgré des résultats, du succès, un boulot où tu cartonnes, une proposition de promotion que tu me disais un peu en off, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu te dis il faut que je réfléchisse un peu à ma vie pro? Eh bien oui, en fait, donc tout, comme on l'évoquait, tout se passait bien, même plus que bien. Enfin, en somme toute, moi j'avais tout ce que la société nous appelle à avoir quand on est un cadre sup qui a fait une bonne école de commerce, quand on est à Paris, j'avais 30 ans, une vie sociale assez riche et assez dense. Vraiment, tout allait bien sur tous les niveaux, en tout cas sur les niveaux que la société nous tend à devoir atteindre. Simplement, moi j'ai commencé à identifier des signaux faibles au sein du groupe Areva. D'abord, parce qu'il y a eu un moment assez éprouvant à vivre, dans le sens où le président pour lequel je travaillais est mort en exercice de manière radicale d'une grave maladie, ce qui est assez rare en fait dans une mandature. Il y a eu une rupture déjà dans la gouvernance du groupe, qui moi-même m'a aussi me fait poser la question de savoir là où j'en suis. Est-ce que d'abord je veux continuer à écrire cette nouvelle page qui s'ouvre après la mort du président pour lequel je travaillais, et puis son propre décès m'a interpellé, parce que ça nous rappelle à notre propre humanité, à une fidélité vers laquelle on ira tous. Et là, effectivement, j'ai identifié qu'au bout de 8 ans, j'ai peut-être fait un bon bout de chemin au sein d'Areva, qu'une nouvelle page allait s'écrire et que je pensais judicieux qu'elle s'écrive sans moi. Surtout que je percevais que mes compétences, donc en communiquant d'influence, que je mettais au service du nucléaire et du renouvelable, ne correspondaient pas au milieu dans lequel en fait j'avais vraiment envie de m'investir. J'étais prêt à donner énormément de mon temps parce que ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. Comme je le redis, c'était très pressurisant. Mais dans ce cas-là, j'avais envie que ce soit beaucoup plus en lien avec une cause que je chéris. Et en l'occurrence, moi, je voulais servir mon pays. Donc clairement, j'ai commencé à essayer de comprendre, d'identifier dans quel environnement je pourrais faire le même métier. Parce qu'encore une fois, je n'étais pas en crise avec mon métier, je l'aimais, mais dans quel contexte, dans quel environnement nouveau, plus en lien avec mes valeurs, je pourrais faire ce même métier. Qui plus est, j'avais aussi identifié qu'il y a une question qui n'avait pas été résolue. Cette question, c'était de savoir ce que je voulais être profondément pour la vie, à savoir, est-ce que je voulais me marier, à cette époque j'étais célibat, donc est-ce que je voulais me marier, fonder une famille, ou est-ce que je voulais rentrer dans les ordres, puisque je suis de confession catholique, la foi est pour moi très importante, et donc je me posais en fait très sérieusement la question de la vocation religieuse, donc le fait d'être prêtre, tout simplement. Et donc à ce moment-là, tu te dis, je veux servir mon pays et tu n'as pas forcément les réponses en face. Exactement. J'ai d'abord, d'une part, je n'ai pas les réponses et surtout, j'ai la certitude qu'il faut d'abord que je réponde à la question de savoir ce que je veux être moi, en fait, en tant qu'homme. Et ça, c'était vital parce que, fonction de la réponse, si c'était les ordres religieux ou la vie civile, eh bien, le chemin emprunté aurait été très différent pour servir mon pays. Hein. Inévitablement, j'aurais pas pu faire les mêmes choses. Donc, il fallait d'abord que je réponde à cette question qui était essentielle, en l'occurrence. Donc, de fait, la solution était pour moi limpide. J'ai identifié qu'il fallait que je quitte l'entreprise, qu'il fallait que je quitte le groupe Areva. Et donc, j'ai annoncé tout simplement, tout bonnement à mon patron que j'allais m'en aller. Voilà, une décision qu'il a accueillie, parce qu'il n'avait pas le choix de toute façon que de l'accueillir. Et puis, on a, de façon très sereine, de façon très constructive, parce qu'on s'aimait beaucoup aussi, eh bien, engagé cette rupture. 3 mois après ma décision, ça ne m'était jamais arrivé. En fait, j'étais au chômage. C'est quand même beaucoup plus facile de partir dans ces conditions-là. Mais je m'étais fait la promesse que, quand bien même il n'y aurait pas eu de rupture conventionnelle,
tant pis. Oui, Partais de toute façon. tu étais mieux. Je partais de toute façon. J'ai identifié que ce qui nous faisait peur dans ce genre de revirement, quelque part, c'était justement la peur. En fait, on a peur d'avoir peur, mais une fois qu'on a sauté le pas, une fois qu'on arrête de spéculer sur ce qui pourrait nous arriver, une fois qu'on a pris donc cette décision, eh bien ça y est, on y est, et en fait on se rend compte que les peurs étaient infondées, et que c'était au contraire très excitant de ne pas trop savoir de quoi demain sera fait. Qui plus est, et je tiens à le préciser pour les personnes qui seraient dans mon cas, je ne pense pas que j'ai pris beaucoup de risques, en ce sens où, je leur ai dit, j'avais une vie sociale riche, une famille très aimante, une carrière déjà très riche. Honnêtement, qu'est-ce que je risquais à interrompre pour quelques mois cette carrière ascendante? Il était clairement établi, à mon sens, que si je décidais de revenir dans le CAC 40 6 mois après, eh ben, ce serait tout à fait possible. Donc, en fait, je ne prenais pas de risque, véritablement, je n'avais aucun risque à prendre. C'est ce que j'ai découvert, en fait, une fois que j'ai dépassé cette peur d'avoir peur. Je me suis dit, mais en fait, mais c'est intéressant, rien à craindre. On en parle pas mal de cette question de se dire c'est quoi le worst case scénario. Dans le pire des cas, je deviens quoi? Je retourne vivre chez mes parents, je reprends un boulot, puis c'est reparti. Exactement, tout à fait. Il n'y a pas du tout d'issue terrible pour qui, en tout cas, a la chance d'avoir un bagage académique, universitaire, une expérience professionnelle, des compétences réelles, et puis surtout de solides liens familiaux et sociaux. Ça, c'est clé aussi, évidemment. Donc, in fine, moi, c'était la première leçon, la première des belles leçons que j'ai pu avoir en prenant cette décision, c'était que je m'étais laissé enfermer dans la peur d'avoir peur, alors qu'il n'y avait pas lieu, tout simplement. T'as eu un soutien, ils ont dit quoi, tes proches, tes amis? Eh bien, en fait, j'étais dans une période d'âge, donc 30 ans, qui est un âge charnière aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a, peut-être plus de crise de la quarantaine, peut-être qu'elle arrive à 30 ans maintenant. Et en fait, mes amis, pour beaucoup d'entre eux, qui se posent des questions similaires, alors pas forcément sur le plan vocationnel, mais en tout cas sur est-ce que je suis bien à ma place, travail, est-ce que je fais mon travail, est-ce que je fais vraiment ce que je voulais faire quand j'étais gosse, etc., etc. Il y a plutôt eu un effet miroir. En fait, c'est ah ouais, il l'a fait, et en fait, j'ai aussi envie de le faire. Est-ce que j'ose? Voilà, après, le discernement est très personnel, ça dépend de chacun, mais ça a plutôt été ça en fait. D'accord. D'ailleurs, à mon retour. Tout le monde est parti en burn-out en te suivant. Ah, exactement, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'à mon retour, on en reparlera, mais à mon retour, j'ai été très touché et je ne m'attendais pas à cela. Beaucoup de personnes qui avaient entendu parler de mon parcours m'ont demandé à me rencontrer. Parce qu'elles-mêmes se posaient ces questions-là, en fait, tout simplement, et qu'elles avaient besoin de rencontrer quelqu'un qui l'a fait pour voir si elles pouvaient elles-mêmes engager en fait cette rupture-là. Alors à leur échelle, hein, parce que rien n'est reproductible à 100%. Chacun doit s'identifier, se trouver. Mais en tout cas, voilà, la réaction donc, de mon entourage a été très positive et a plutôt été celle d'un effet miroir. Voilà. Donc vague de démission chez Arriva. Non, parce que beaucoup sont restés en l'occurrence, mais c'est vrai que beaucoup, voilà, on dit, ah, écoute. Quelque part, on t'envie, ouais. Et donc, tu te poses ces questions-là, tu te dis, il faut que je trouve des réponses. Comment on s'y prend? Eh ben, c'est vrai qu'alors, ce qui était assez marrant, c'est que quand j'ai quitté Areva, j'avais juste identifié que je voulais pas tout de suite réintégrer l'entreprise. Et puis qu'il fallait quand même que je réponde à cette question sempiternelle qui était celle de qui je suis, moi, Alexandre. Et donc, il me fallait une coupure de 3 à 6 mois, non, j'en savais rien, dans un environnement aussi autre que celui qui était Paris. Sauf que quand je quitte Areva, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis, j'ai discerné, grâce à la prière, puisque c'était un de mes moyens de discernement, et j'ai discerné que j'étais appelé à aller sur les chemins de Compostelle. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je me voyais plutôt aller faire Paris-Jérusalem à pied, parce que c'est un truc de warrior, ou aller dans les mouroirs de Mère Teresa, parce que là encore, c'est un truc qui en jette. Eh ben non. J'identifie que ce sera Compostelle. Et alors, sur le moment, je suis un peu déçu parce que je me dis, Compostelle, tout le monde l'a fait, tout le monde va se l'approprier, c'est pas du tout original et unique comme aventure. Et en fait, en me disant cela, je me dis, mais en fait, c'est superbe, c'est exactement ce qu'il me faut parce que du coup, il n'y aura pas d'orgueil à la clé. Et du coup, je ne pars pas dans le cadre d'une aventure exceptionnelle qui donnera envie à tout le monde et qui, quelque part, m'enfermera dans une bulle d'orgueil. Non, au contraire, c'est quelque chose de très humble, donc c'est quelque chose auquel je suis appelé et qui va me permettre d'avancer en toute simplicité. Et donc je dis, ok, c'est ce que j'ai identifié, donc je vais partir à Compostelle. Pour moi, c'était clair, je ne me suis pas beaucoup posé plus de questions que ça. Ok. Voilà. Bon, donc tu te retrouves sur la route de Compostelle avec tes chaussures, ton bâton. Exactement, ouais, un sac à dos. Des chiens qui te courent derrière. C'est ça, que j'en ai frappé plusieurs
pardonnez-moi s'il y en a qui sont protecteurs des bêtes, je les aime beaucoup, mais je devais me défendre. Donc du coup, effectivement, ouais, 3 mois de coupure, en fait 2 mois de marche, puis 1 mois de repos au Portugal, j'ai prolongé. C'est 2 mois à peu près le 2 mois de marche, oui, tout à fait. D'accord. Oui, j'ai vraiment fait les étapes classiques, c'est ce que fait tout le monde. Encore une fois, je me suis vraiment pas distingué de la masse ambiante et c'était très bien. Donc 2 mois dans les campagnes, les montagnes, les collines de France, c'était absolument remarquable. Et alors, au premier jour de cette marche, me tombe sur la gueule la certitude effectivement que j'étais venu pour trouver la réponse à la question que j'avais déjà évoquée tout à l'heure. Mais alors là, ça m'inonde, c'est-à-dire que ouais, je prends conscience que c'est sur ce chemin que je trouverai cette réponse. C'était pour moi une évidence. Et alors, bon an, mal an, la marche aidant, j'identifie que oui, je suis visiblement appelé à m'engager dans un ordre religieux. Alors, non pas être prêtre, mais être dominicain, donc c'est-à-dire un peu moine quelque part. Ce qui n'était pas du tout prévu. Je suis quand même un tempérament très vif, j'aime sortir, j'aime parler, et là je dis ah C'est bah plus merde. austère, les dominicains, Bah, c'est c'est ça? un peu Je plus connais ça. pas Alors, trop ce sont bien. des frères prêcheurs, donc ils sont dans la ville, mais quand même, c'est un ordre qui est très différent de la prêtrise. Mais je l'identifie, et j'y consens, et je dis, bon, bah, très très bien, je marche avec cette quasi-certitude pendant 1 mois et demi. En C'est une disant, pensée qui vient toute seule et qui t'installe. c'est une pensée, c'est un oui, et je me projette, quoi, je me vois avec Ok. ma grande aube blanche, et je me dis, bon, bah, très bien, c'est là. Donc je me dis à ce moment-là, bon, bah, à l'issue de mon périple jusqu'à Compostelle, puisque je termine mon chemin, j'irai donc frapper à la porte du couvent de Toulouse, puisque les dominicains sont là-bas, et puis je leur demanderai d'y passer quelques temps pour voir un petit peu comment tout ça pourrait se mettre en œuvre. Et j'étais très à l'aise avec cela. Alors qu'auparavant, ça me faisait très peur, parce que ça veut dire renoncer à beaucoup de choses, notamment une femme et des enfants. Et là, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec cette quasi-certitude. Je dis quasi-certitude parce que, grande surprise, il y avait encore une autre chose qui était inattendue, c'est qu'en fait, 2 semaines avant d'arriver à Compostelle, là, j'identifie, c'est clair comme l'eau de roche, ça s'explique pas. Il n'y a pas un Ah ange qui ouais. est apparu du ciel et qui m'aurait dit avec des lettres de feu, voilà, tu es fait pour ça se passe pas comme ça, c'est quelque chose de très intime. Quiconque a une vie intérieure, que ce soit religieux ou pas, peut se représenter la donne. Mais j'ai la certitude, comme une révélation intérieure, que non. Non, non, en fait, je ne suis absolument pas appelé à la vie religieuse, mais je suis appelé à la vie conjugale, à une vie laïque, à une vie dans ce monde. Et donc, j'y consens. Là encore, je dis ok, très bien. Mais il n'y a pas de ouf de soulagement. C'est pas là, ouf, Hmm. génial, je ne serai pas curé, je ne serai pas dominicain. Non, j'y avais consenti, donc tout allait très bien. Et en fait, je pense aujourd'hui avec le recul que j'ai eu cette chance d'avoir été jusqu'au bout de moi-même, jusqu'au bout de mes craintes, et dépossédé de tout ce que j'étais. Eh bien, j'ai pu voilà, m'éprouver réellement. Je comprends. Et donc, à partir de là, j'identifie, voilà, très bien, tu vas revenir à Paris. Tu vas essayer de rencontrer quelqu'un, ce serait super que ça arrive vite. Du coup, bah, pendant les 15 derniers jours, j'ai marché avec la réponse que j'avais obtenue. Voilà. On dit souvent, il y a un adage qui nous dit que le chemin parcouru est plus important que le point final, qui était celui que nous voulions atteindre. Et j'en ai la conviction. C'est pour ça que je parle d'un chemin et non pas d'une étape à Compostelle, c'est que la réponse était le fruit d'un chemin long de 2 mois, où je suis passé par des oui, des non, des peut-être, et avec une certitude qui m'a été offerte. Et donc j'arrive à Compostelle, heureux comme un coq. Et ensuite, je me suis reposé pendant 1 mois dans le sanctuaire de Fatima en Portugal. Il faisait encore beau cette saison-là, donc j'y étais bien. Pareil, je m'étais dit, je rentrerai à Paris quand j'estimerai que je devrais rentrer à Paris. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'en fait, tu t'autorises à réellement étudier la question sans crainte, jusqu'au bout, et le fait de l'explorer sans crainte, limite c'est ça qui t'a permis d'en déduire que non, il y a Exactement. un vrai non. Exactement, dans la mesure où j'étais prêt à me donner à 200% dans l'un de ces deux cas de figure, qu'il n'y avait plus de peur, justement la peur de manquer, la peur de ne plus être, la peur de devoir changer de vie, parce que j'avais déjà changé de vie de fait, donc j'étais plus que moi, j'avais plus de boulot, je voyais plus mes amis depuis 2 mois, et bien donc du coup c'était beaucoup plus facile en fait d'aller jusqu'au bout de cette Je aventure. comprends. J'avais un amour fou pour le bon Dieu, et donc je me suis dit bon bah très bien, très très bien, si c'est là qui m'appelle, je serai heureux, j'en ai la certitude de toute façon. Et je pense que ma nature fait que je suis quelqu'un d'entier. Il a fallu aller jusqu'au bout de ce détachement pour qu'ensuite il me donne cette réponse, et que cette réponse en fait était non, non, finalement, c'est dans le monde que Je je trouve t'attends. je Voilà. trouve ça très intéressant de sortir de son écosystème habituel, se libérer de toute entrave familiale, personnelle, amicale, professionnelle. C'est intéressant. C'est la première fois En que je vois fait, ça comme ça en En fait. fait, c'est vital parce que j'estime qu'il est très difficile de se projeter quand on est dans son quotidien, en fait. Parce que bah, notre quotidien nous rappelle à tout ce que nous sommes, tout ce qui nous embête et tout ce que nous aimons aussi. Donc, comment se projeter dans une vie différente quand le quotidien nous inonde? Et pour moi, ça, c'est essentiel. Il faut pouvoir engager des ruptures dans le temps, dans l'espace, dans nos sociabilités, pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de nous-mêmes.
Alors ça peut prendre la forme de ce que j'ai fait moi, mais d'autres vont en humanitaire, d'autres font un voyage autour du monde. Enfin, c'est autant de moments qui nous coupent du quotidien pour mieux savoir qui nous sommes. Et ça, moi, effectivement, ça a été essentiel. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais j'avais identifié effectivement qu'il fallait que je parte sans aucun fil à la patte, au point où quand j'ai quitté Areva, on m'avait fait 2 propositions de job en fait à ce moment-là, dans d'autres boîtes, hyper alléchantes, des propositions sur lesquelles j'aurais sauté dans la vie d'avant. Et j'identifie que je dois dire non. Parce que si je pars à Compostelle, alors même que j'ai déjà pris une décision pour la suite, in fine, bah, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de moi-même. Donc j'ai dit non, je n'accepte pas. Ces employeurs étaient prêts à m'attendre. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave, dans 6 mois. Je dis non, non, mais en fait, si je vous dis oui pour dans 6 mois, ça veut dire qu'en fait, mon choix ne servira à rien, puisque j'ai déjà pris une décision. Donc du coup, j'ai dit non. Et c'était hyper important d'être libre de tout cela. Alors ça, c'était mon cas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, j'avais identifié que j'avais besoin d'être complètement à poil pour pouvoir aller jusqu'au bout de moi-même. Donc voilà, on se retrouve au Portugal à la toute fin de mon périple, et là je m'étais dit, je rentrerai quand j'estimerais le moment venu. Donc j'ai pas de date, parce que rien ni personne ne m'attendait. Et à un moment, un matin, un mercredi matin, je me lève, je dis, bon bah c'est aujourd'hui que ton séjour prend fin, tu rentres à Paris. Voilà. Le jour même. Voilà, voilà. Alors, genre même, enfin, en termes de faisabilité, il fallait que je vois un peu comment ça allait se passer. Je voulais pas rentrer en avion. Je me suis dit, bah, je vais rentrer en car, donc un voyage assez long, depuis le Portugal, quelque chose comme plus de 24 heures. Et donc, du coup, j'ai été à l'agence locale. Je dis, bah, quand est-ce qu'est le prochain car pour Paris? Et ils m'ont dit, bah, c'est demain. J'ai dit, bon, bah, ok, bah, très bien. Je passe une dernière nuit au Portugal et puis je rentre demain. Et donc, je suis rentré le lendemain, tranquillement. J'ai retrouvé ma vie immédiatement. Alors, ça peut surprendre parce que certains peuvent considérer qu'il nous faudrait un sas. Moi, j'avais eu ce sas qui avait duré déjà 3 mois. En fait, je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes amis. Et ce qui a été assez génial, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que j'ai beaucoup de mes compagnons de route de Compostelle qui ont pu avoir un retour un peu délicat et un peu difficile. Moi, c'était très facile. C'était très facile. J'étais hyper heureux, en fait, de me réapproprier ma vie, mon quotidien, mes habitudes. Parce qu'il faut se rappeler aussi que j'étais pas parti en colère ni en rupture. J'étais parti à la recherche d'une réponse que j'avais trouvée. Et donc, du coup, j'avais qu'une hâte, c'était désormais de pouvoir mettre tout ça en pratique, mettre tout ça en œuvre, désormais. Sachant Donc, que tu sais pas encore ce que tu vas faire. Ah, pas du tout. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas dans quelle direction je vais aller. Bon, je suis toujours célibataire, j'ai ma réponse, mais ben voilà. Hein, donc, Donc la fameuse voilà. question à l'apéro, on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu dis rien. Exactement, je dis que je ne sais pas du tout ce vers quoi je vais aller. Très tôt, en revanche, j'identifie, et je le dis, je ne retournerai pas dans le CAC 40, pas pour le moment. Donc ça, je refuserai ces propositions-là. Je veux trouver l'environnement. Du coup, puisque maintenant je suis appelé à la vie laïque, à la vie civile, bah, je vais faire à peu près le même métier, mais il faut que j'identifie l'environnement qui me permettra de servir mon pays, puisque c'est quand même ce que j'avais à cœur. Oui, parce que la particularité de ton histoire, c'est que tu étais à l'aise dans ton boulot et ce que tu sais bien faire était utilisé dans ton boulot. Tu n'étais pas Exactement. en porte-à-faux avec ça. Exactement, j'avais pas de dilemme par rapport à ça, exactement. Et donc tout s'est accéléré, mais de manière très douce en même temps, mais ça a été vite, c'est vrai. D'abord, une semaine plus tard, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme depuis, et la mère de mes enfants, donc ça a été formidable, c'était très vite de ce point de vue-là, c'était un beau cadeau. Et puis, mi-décembre, donc 2, 3 semaines après mon retour, j'ai eu une opportunité pour m'engager en politique, dans le domaine de la communication notamment, et je me suis dit, bon, bah, très bien, banco, finalement, c'est ce que je recherche, ça me tombe dessus, ça correspond à ce que je souhaite faire, et donc du coup, j'ai créé, dans un premier temps, mon agence dans la gestion de l'image, la communication crise et la relation presse, et j'ai eu plusieurs clients, des politiques, et aussi des clients dans le monde éducationnel. D'accord. C'était 2 sphères qui m'attiraient énormément, et j'ai travaillé dans ce domaine pendant 2 ans. Voilà. Donc tu fais un boulot un peu de directeur de cabinet Alors à ton compte. plutôt Non. pas tant de directeur de cabinet, non, parce que c'est vraiment les personnages qui sont intégrés pleinement à la structure d'un homme ou d'une femme politique. Moi, j'étais de ceux qui, justement, conseillaient sur les prises de parole, sur la posture, sur les éléments de langage, tel ou tel personnage public, en fait. D'accord. Donc, il y avait des crises beaucoup, forcément, là aussi. Mais du coup, désormais, je le faisais à mon compte, dans des secteurs qui m'interpellaient, puisque je faisais en sorte aussi de travailler uniquement avec des politiques qui partageaient mes options personnelles, que je les sélectionnais, de fait. Et donc, ça a été très réjouissant, parce que j'étais vraiment au cœur de ce que j'aimais faire. Et là, j'avais vraiment le sentiment de servir mon pays. Et donc à ce moment-là, tu as déjà commencé à trouver un peu de sens, j'imagine, parce que tu choisis tes clients. Tout à Ils fait. portent la parole que tu porterais aussi si tu devais t'exprimer, en Exactement, quelque sorte. tout à fait, exactement. Ça se passe vraiment bien. Il y a beaucoup de sens à ce que je fais au quotidien. Et puis, il me faut en parler parce que ça a été un déclencheur et qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. J'identifie quand même assez tôt
ça c'est pas un scoop, hein, que la politique est en crise, que les médias sont en crise profonde aussi. Il y a deux secteurs, hein, dont les Français se méfient le plus, ce sont les politiques et puis les médias. C'est deux milieux compliqués, et on le voit encore aujourd'hui. J'identifie très tôt quand même que l'étiquette partisane, la politique, empêche de rencontrer énormément de Français et de Françaises. Parce que tout de suite, et c'est très naturel, hein, on pense quelque chose de nous à l'aune de la famille politique à laquelle on appartient, forcément. Et donc du coup, une difficulté à rencontrer les Français dans leur ensemble. Premier point que j'identifie. Et puis surtout, moi je me suis engagé à plein dans la campagne de François Fillon. On va pas refaire la campagne, on sait comment ça a fini. Donc bon, cette fin a été pour moi aussi un moment où j'ai dû me repenser, parce que je me suis dit, est-ce que je continue? Ou est-ce que j'axe un peu différemment l'œuvre dans laquelle je me suis engagé? C'est un peu la fin d'un modèle. Exactement, exactement. En tout cas, pour moi, la fin d'un engagement, la fin d'un secteur dans lequel je m'étais épanoui depuis 2 ans, et puis conscient que je voulais à tout prix repartir du terrain, donc être au plus proche de mes concitoyens. Je me suis dit, comment en fait est-ce que je peux les rencontrer? Comment je peux leur proposer aussi de leur offrir quelque chose qui leur manque, parce que j'avais identifié des choses. Et là, je me dis, via la formation, à travers la formation. Donc, et notamment la formation à ce que j'ai de plus cher en moi, c'est-à-dire notre culture, notre civilisation, l'histoire de France, qui pour moi est clé, qui nous concerne tous collectivement. Et l'histoire de France est une matière éminemment éruptive, parce qu'instrumentalisée, parce qu'idéologisée. J'avais bien sûr la vive conscience que beaucoup de Français, beaucoup de Françaises ne connaissaient pas grand-chose, ou l'avaient mal apprise, ou ne se rappelaient pas tout simplement. Et donc je me suis dit, je vais en fait être à leur service et je vais leur proposer. Donc je vais créer de toutes pièces un parcours qui aujourd'hui s'appelle Fondation, un parcours qui vise à se réapproprier tous les fondamentaux de l'histoire de France, depuis les origines jusqu'à nos jours. Et puis nous verrons bien si ça marche. Je te coupe parce que tout le monde ne peut pas enseigner l'histoire de France sans expérience, sans connaître l'histoire de France. Et surtout, ton approche, elle est affranchie, j'imagine, de ce qu'on a eu dans les manuels scolaires et autres. Complètement. Comment tu te formes là-dessus? Effectivement, c'est vrai. D'abord, moi, je voulais m'affranchir de toute forme de tampon qui nous ferait dire que ça, c'est ce qu'il faut penser et ça, c'est ce qu'il ne faut pas penser. Je voulais aller au plus près de la vérité. Ça, c'était hyper important pour moi. Et sortir effectivement de la bien-pensance globale, mais en ne sacrifiant rien à la vérité. Pour moi, c'était essentiel. Donc, tout simplement, alors j'en suis revenu à mes origines. J'avais commencé par une université en histoire et en Sciences Po avant mon école de commerce. J'avais pas j'en tous suis les revenu éléments. à ça, mais c'était 10 ans, donc c'était hyper vieux. Je n'avais pas enseigné depuis. Et donc, j'ai bossé comme un chien pendant 1 an. J'ai bossé, je me suis avalé des dizaines de bouquins issus des plus récentes recherches scientifiques, archéologiques, sociologiques aussi. Et j'ai, à partir de cela, bâti en fait mes conférences, dont le fil conducteur, c'est de percevoir comment l'État-nation français s'est créé lentement et de façon très fragile au fil des siècles, et que cet État-nation nous protège et qu'il faut donc le préserver. Mais on ne le préservera que si nous le connaissons. Pour schématiser, c'est un petit peu comme dans l'amour que je porte à ma femme. Je ne peux aimer ma femme que si je la connais. Eh bien, c'est pareil pour notre pays. Et donc, on est à même de protéger que ceux que nous aimons. Et pour les aimer, il faut les connaître. Donc, du coup, voilà, j'ai bâti à partir de toutes ces recherches que j'évoquais tout à l'heure, ce parcours. Je l'ai proposé. C'était un vrai challenge, un vrai pari pour moi. Moi, j'étais personne, je n'étais pas connu, donc je ne pouvais pas capitaliser sur mon nom. Simplement, je croyais à la pertinence de ce projet, parce que j'avais la certitude que ça répondait à un besoin qui n'était pas exprimé, mais qui était bien réel. Et ça n'a pas loupé. J'avais un amphi de 160 personnes à remplir, ce qui était un vrai challenge au départ, et en 2 semaines, il était plein. Il était plein. Concrètement, comment tu fais? Ouais. Ça me pose plein de questions. La première, on va revenir à l'amphi. La première, c'est tu bookines énormément, Ouais. mais j'imagine que quand on parle d'histoire, il y a certains sujets n'ont pas vraiment été finalisés. Il faut avoir un parti pris sur certains éléments. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc tu te fais ton propre avis. Alors justement, pour moi, ce qui était extrêmement important, d'ailleurs je l'explique à tous les auditeurs de ce parcours, avant qu'ils s'inscrivent, à chaque fois on organise une grande soirée de présentation, pour qu'ils puissent percevoir quelle est la philosophie fait, globale du projet, quelles sont les modalités pratiques de ce parcours, afin qu'ils puissent s'y engager en connaissance de cause. Et moi justement, je m'arrête longuement sur le souci de neutralité, qui n'est pas l'objectivité, parce que l'objectivité elle est inatteignable en histoire. D'accord, oui, c'est ma question. Exactement. L'objectivité est inatteignable. En revanche, la neutralité, elle est atteignable. Et sur un tas de sujets, c'est très clair. Comment est-ce qu'on y parvient? Eh bien, tout simplement, un fait historique est avéré. On ne va pas le remettre en cause, il existe. En revanche, à partir de ce fait-là, il existe plusieurs thèses.
voilà, il y a plusieurs thèses qui ont été posées, qui ont été analysées, qui le sont encore. Eh bien moi, j'annonce à mes auditeurs que je leur exposerai l'ensemble de ces thèses pour qu'eux-mêmes se fassent leur propre avis sur la question. Okay. Moi, je ne suis pas là pour donner mon avis, ce n'est pas ce qu'on attend de moi, je suis là pour dispenser une matière complexe que je vulgarise et qui me permet d'éclairer en fait mes auditeurs pour qu'ils puissent librement, en responsabilité, ensuite choisir le chemin qu'ils décident d'épouser. Donc la distinction est importante. L'essence de ce projet, tu m'arrêtes si je me trompe, n'est pas d'apporter une vision de l'histoire de France, c'est juste d'apporter l'histoire de France. Exactement, l'histoire de France de la manière la plus véritable possible. Ça, c'est extrêmement important. Parce que moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité, c'est-à-dire à la manière dont l'humain, à l'endroit où il est au quotidien, est en mesure de faire changer les choses. Et donc, j'estime qu'en tant que conférencier, il est de mon devoir d'être le plus respectueux possible de leur propre intégrité, de leur propre histoire personnelle, et donc de leur laisser cette faculté de discerner quant à un fait historique donné. Alors évidemment, je le dis souvent en riant, mais évidemment, si demain on a un indigène de la République, ce parti politique un peu particulier qu'on a en France, s'il venait à mon parcours, il n'aimerait pas. Il n'aimerait pas parce que l'issue quand même, c'est qu'on puisse aimer notre pays, notre beau pays, à travers la connaissance justement de son histoire. Des zones d'ombre comme des zones de lumière. Donc il y a quand même ce fil conducteur qui est celui d'une vision qui est celle de l'attachement. Quasiment charnel qu'on a vis-à-vis de ce pays, sans rien renier aux zones d'ombre qui font partie de notre héritage. Et l'autre question qui me venait, c'était donc, tu te formes, tu es prêt à démarrer ton premier projet concret sur le sujet, tu dis que tu remplis un amphi de 200 personnes, ça je veux bien te croire, mais comment concrètement tu t'y prends? Quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, bah oui, moi aussi je trouve ça passionnant, mais comment on fait? Alors d'abord, je pense que ce qui est clé, c'est d'avoir le goût de l'autre. Le goût de l'humain, ça c'est vraiment hyper important parce que le fond du sujet, le projet en tant que tel, l'histoire de France, est aussi essentiel que le conférencier. Il faut que les deux, entre guillemets, séduisent, sans quoi ça n'ira pas. Et donc, une des caractéristiques essentielles, c'est vraiment effectivement avoir le goût des autres, le goût de la rencontre, le goût aussi de faire se rencontrer les gens. Ça, j'ai pas beaucoup de qualités, mais j'ai au moins celle-ci. J'aime l'humain, j'aime être surpris par l'autre. Et donc, depuis longtemps déjà, j'avais développé un réseau assez dense, un réseau professionnel, personnel, associatif assez dense, qui m'a permis en fait de leur diffuser l'ouverture de cette aventure nouvelle pour moi. Mais encore une fois, c'était un pari, je ne savais pas du tout si ça allait prendre, et puis en fait ça a fonctionné extrêmement rapidement par capillarité, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont trouvé le projet génial, donc l'ont développé à leur propre réseau, à leurs parents, à leurs amis, à leurs cousins, cousines, et puis sur Facebook, du jour au lendemain, moi je me suis retrouvé parce que j'avais juste créé un event Facebook en fait tout simplement en disant voilà, rendez-vous, je ne sais plus quelle date c'était, en septembre, venez découvrir ce que c'est, je vous exposerai les tenants aboutissants de ce projet, puis après vous verrez bien si vous voulez. Tu loues une salle juste. Voilà, je joue un amphi en plein cœur de Paris, et puis combien on sera, et là un truc de dingue, c'est qu'en 2 semaines, effectivement, l'event Facebook affiche 700 personnes intéressées, dont 300 participantes. Et je me dis, waouh, j'avais pas prévu le coup, quoi. C'est exceptionnel. Et donc, ça a été hyper vite par capillarité, tout simplement. Mais je pense que vraiment la clé, effectivement, d'abord, je crois que dans ce genre de métier, dans ce genre de domaine, il faut être à l'aise à l'oral, il faut être à l'aise aussi avec soi-même, parce qu'une personne plus timide aura du mal du coup à être exposé et donc à donner envie aussi. Alors moi j'étais à l'aise avec tout ça, et puis vraiment ce goût de l'humain est essentiel. C'est ce qui fera toute la différence entre un bon enseignement et un mauvais enseignement, tout simplement. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous partages, c'est que quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît, en général on le sent dans ses tripes, je pense que tu vivais ça. Mais tu as une deuxième confirmation qui est les 500 personnes qui te disent je suis là-dedans. Ouais, clairement. Bah alors là, c'est vrai que c'est un beau cadeau parce que ça vient confirmer l'intuition. Moi, j'ai beaucoup fonctionné à l'intuition. Je crois que l'intuition est une petite voix intérieure qui dit beaucoup de choses de nous. Et il faut surtout l'écouter quand elle revient très souvent et qu'on essaie de l'étouffer. Parce que souvent, c'est ça. C'est sur les grandes questions de notre vie, il y a un truc qui revient quand même régulièrement, que j'étouffe parce que ça me fait peur. Bon, je crois qu'il faut se poser, l'écouter, et à partir du moment où on a identifié quelle était cette intuition, discerner bien sûr si on y va ou pas, mais ça vaut le coup d'oser quand même. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. À chaque fois, je me suis posé, j'avais l'intuition qu'il fallait que j'aille en politique, que je crée mon agence de com. J'y étais, ça a super bien fonctionné, c'était top. Ensuite, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que
changement de fusil d'épaule en allant vers la formation civique et citoyenne, donc avec l'ouverture de ce parcours dont on vient de parler. J'ai eu cette intuition, ça aurait pas marché, tant pis, c'est pas très grave, hein, mais ça a marché, et ça marche encore plus aujourd'hui puisqu'on est en pleine phase de croissance et de développement, et donc là on a clairement pris le parti, nous, d'ouvrir une université populaire qui s'appelle la Pépinière Citoyenne, et donc qui est un organisme de formation exclusivement destiné au grand public, et donc on ouvre d'autres parcours sur la philosophie, sur l'art oratoire. Tous ces parcours visent clairement à être utiles à notre temps, et à pourvoir les besoins qu'on identifie dans la société. Voilà, les besoins, ils sont clairs, c'est connaître, savoir, être éclairé, acquérir des techniques pour être plus à l'aise dans la communication que je peux avoir avec les autres, etc. etc. Donc désormais, nous, c'est parti, on est en train de penser à pas mal de parcours de formation qui pourront être utiles au temps présent et à nos concitoyens. Donc, voilà, tout ça fait que je sers mon pays au quotidien de manière très différente de mon engagement politique, mais de manière très réjouissante et très, je crois, performante, dans le sens où là on parle du terrain, quoi. Donc c'est autant d'acteurs, là depuis que tout cela existe, on est presque 800 auditeurs en l'occurrence, et donc c'est 800 personnes qui dans leur quotidien sont capables de faire bouger les choses à leur échelle, faire naître quelque chose de beau et de bon pour notre avenir. Je recentre un petit peu parce qu'il nous reste quelques minutes pour les grandes questions de la fin. Le sujet donc dans cet épisode, c'est pas tellement trouver le métier qui avait du sens pour toi. Aujourd'hui, tu es à la fois conférencier, fondateur, gérant d'une asso. Le sujet, pour toi en tout cas, c'était comment servir ton pays. Les questions que je vais te poser, on va les prendre sous ce prisme-là. Ouais, c'était vraiment ça, ouais. Qu'est-ce qui est différent de ce que tu avais imaginé? Et bien justement, d'abord, c'est que tout n'était pas prévu. On peut se dire au départ, en fait, c'est cette voie-là, et ce sera en exclusivité que je vais l'explorer. Et en fait, moi, j'aime être perméable aux événements, aux personnes qu'on rencontre. Et mon petit feedback sur ces dernières années, c'est de me dire, ma ligne directrice, c'est effectivement servir mon pays, c'est ma vocation propre. En revanche, les modalités de ce service-là peuvent varier au gré des rencontres, des envies, des opportunités. Et je crois qu'il faut se laisser happer, il faut se laisser être perméable aux événements de la vie, parce que c'est source d'aventures qui aboutiront positivement ou pas, mais peu importe, d'aventures qu'on aura mis en forme et mis en œuvre, et c'est toujours très réjouissant de toute façon de mettre ça en forme, même quand ça ne fonctionne pas. C'est pas très grave, le tout c'est d'aller au bout de son idée. Mais du coup... Tu as des exemples de choses que tu avais un peu imaginées et qui ne sont pas passées comme prévu? Typiquement, cette année, je voulais qu'on ouvre 2 parcours supplémentaires. Et puis, à un moment, avec mon conseil d'administration, on en a parlé, et on s'est dit, non, en fait, c'est super. Hein. On m'a dit, Alexandre, ta créativité, c'est génial, ça bouillonne là-dedans, mais en fait, ça va trop vite, ça va trop loin, donc il faut qu'on se pose, il faut qu'on se calme, il faut qu'on soit patient, et donc tout cela, on va le reporter au calendrier grec, parce qu'à un moment, il faut qu'on y aille aussi step by step, c'est hyper important de ne pas griller les étapes. Et donc voilà, et puis on se dit, en fait, elles aboutiront peut-être un jour, en fait, peut-être pas du tout, parce que du fait de les avoir repoussées, peut-être qu'en fait, elles n'aboutiront pas, et c'est pas très grave. Moi, ce dont j'ai la conviction aujourd'hui, c'est que je ne sais pas de quoi demain l'avenir sera fait, mais j'ai la certitude qu'il sera beau, non pas parce que demain est meilleur qu'hier, ça n'a pas de sens, mais parce que je suis bien entouré, parce qu'on a une assise solide aujourd'hui, et qu'on rencontre au quotidien des personnes extraordinaires qui font naître en nous de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc, moi, je crois qu'il faut avancer avec un certain lâcher-prise, une ligne directrice, oui, mais un vrai lâcher-prise sur le quotidien, en se laissant rendre perméable. Ça, c'est essentiel. Je pose toujours une question un peu taboue. Les gens qui nous écoutent à chaque fois font un boulot et se posent la question de changer de vie. Donc la question de l'argent est très importante. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es OK pour nous partager grosso modo le package avec lequel tu vivais à l'époque à Areva et aujourd'hui ta capacité à finir les mois avec ce nouvel engagement? Bien sûr. Alors en fait, alors d'abord, chez Areva, donc j'ai quitté le groupe, j'avais 30 ans, aujourd'hui j'en ai 35. Mais donc il y a 5 ans, j'étais autour de 3 000 € net par mois. En fait, dans cette carrière de communicant d'influence, 3 000 € net par mois, avec en plus bien sûr l'intéressement annuel, participation, bénéfices, etc. Je pouvais monter jusqu'à 10 000 € par an, donc c'était assez important quand même. Aujourd'hui, bon an mal an, grâce au chiffre d'affaires généré par notre entreprise, je suis à peu près au même niveau en fait de salaire. Voilà, donc j'ai pas perdu. J'ai perdu certains avantages, forcément, comme l'intéressement, la participation, etc. Il n'y a plus la machine à café, j'ai vu. Mais voilà, exactement. En fait, ce qui a été le plus difficile, je dirais pour moi, effectivement, c'est je n'ai plus d'assistante qui me réservait mes billets de train, qui prenait soin de moi. Et
tout ce qui va. Je n'ai plus effectivement la cantine d'entreprise qui fait que tout était super facile et peu cher. On n'a plus la gloriole aussi, qui est celle d'être dans un grand groupe du CAC 40, où tu côtoies des gens de pouvoir. Tout ça n'existe plus. Une carte de visite molletonnée. Exactement, moi j'ai même plus de carte de visite, c'est pour dire. Et puis surtout ce qui peut manquer, ce qui m'a manqué, c'était les collègues. Moi j'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup travailler en projet, et bon, c'est plus vrai, hein, c'est plus possible quand on est entrepreneur. Donc, du coup il a fallu l'admettre. Grâce à la pépinière citoyenne, désormais on a un conseil d'administration où nous sommes 3, donc c'est réjouissant. Ça fait 1 an maintenant qu'on bosse à 3, et ça c'est vraiment... je suis très très heureux d'avoir retrouvé cela. Mais il a fallu passer par ce stade, effectivement, où on est tout seul. Et tout seul, sans collègue, ça veut aussi dire qu'on fait tout. Hein, de la réservation de notre billet de train à la réservation de l'hôtel, en passant par le mail qu'on doit faire auprès de son éditeur. C'est absolument tout. Donc il faut aussi accepter cette part de contrainte, en fait. D'accord. Mais qui fait une grande différence avec l'avant, ça c'est certain. C'est ça le côté négatif aujourd'hui du... Négatif, oui, dans l'absolu, mais qui, au fine, je suis content d'avoir vécu et de vivre encore parce que ça appelle à beaucoup d'humilité, à beaucoup de simplicité. Ça nous pousse aussi, ce que le problème de ces grands groupes, c'est qu'on a des budgets colossaux pour les frais généraux et en fait qui ne sont pas justifiés. Et donc ça nous pousse aussi à être un petit peu plus économe, pragmatique et à développer beaucoup plus de compétences parce qu'il faut faire les choses par soi-même et quand on ne peut pas payer un prestataire, il faut apprendre à les faire. Donc oui, c'est fastidieux, mais j'ai trouvé que ça avait été intéressant aussi de passer par là. Après avoir mangé du pain blanc, j'ai mangé du pain noir, mais ça reste du pain, ça va. Est-ce que tu peux me partager quelque chose qui symboliserait bien ton quotidien d'aujourd'hui? Évidemment, c'est un bouquin, un livre, un ouvrage, forcément. Les livres m'accompagnent au quotidien. Ouais. Lequel? Alors, particulièrement, il y en a un que j'aime énormément, c'est celui de Pierre Chonu, c'est La France, tout bêtement, mais surtout, c'est un livre très rare parce que c'est un des seuls ouvrages qui fait l'histoire de la sensibilité des Français à la notion de France, c'est-à-dire l'histoire du patriotisme, en fait. À quel moment les Français, dans notre longue histoire, se sont sentis appartenir à ce que nous appelons aujourd'hui la France. Ce livre est magistral, c'est une ode à la France de manière subtile, bien réelle, véritable et très bien écrite, donc c'est le bouquin, moi c'est mon livre de chevet, clairement. Et pour finir, la dernière petite question, c'est un challenge pour ceux qui nous écoutent et qui se sentiraient attirés par ton parcours. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, une action concrète, pas forcément facile, pour avancer un peu dans un projet d'aider son pays? Le challenge que je propose à celui ou à celle qui veut servir son pays, j'imagine que cette personne sera inspirée par un grand homme, par une grande femme, par un ouvrage, un philosophe, un sociologue, peu importe. Il est forcément inspiré. S'il veut servir son pays, c'est qu'il a des idéaux et que du coup il est inspiré. Eh bien moi je l'invite à passer le cap de la prise de contact. Comme le faire aiguise le faire, l'homme aiguise l'homme. Je crois en la vertu du témoignage et de la rencontre. Et ça peut déclencher énormément de choses. Donc avant même de se poser la question de savoir comment cette personne qui nous écoute pourra servir son pays, je l'invite à identifier celui ou celle qui l'inspire et à le contacter. Alors, que ce soit un homme extrêmement célèbre comme Stéphane Bern ou son professeur de lycée dont il a encore la mémoire, peu importe, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Insta et tout le bazar, il est tout à fait possible et faisable de rencontrer les gens, d'autant qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir peur. Une personne sera toujours touchée d'être sollicitée pour un retour d'expérience. Et en général, elle répond oui. Donc moi, je crois en ce déclencheur, en cette vertu de la rencontre. Donc si demain, quelqu'un nous écoute et se dit « Tiens, j'aimerais savoir comment servir mon pays », avant de se poser la question du comment, c'est « Je rencontre immédiatement, en fait, une personne qui m'inspire ». Pas hésiter à effectivement y aller. Et ensuite de cela, pour ce qui est de la concrétisation, l'avantage de cette mission, qui est la mienne, c'est qu'elle revêt énormément de caractéristiques, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit aussi dans les arts. Les arts sont un champ monumental pour servir son pays. Donc, c'est quand même l'avantage de cette mission globale, c'est qu'elle peut revêtir énormément de costumes. Il n'y a plus qu'à choisir. Et du coup, moi, je fais ma petite pub parce que le groupe Facebook du podcast, justement, sert à ça. Si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un et que vous n'avez pas de réseau ou pas le réseau qu'il faut, nous, on peut essayer de s'en occuper. Le but, c'est que tous ceux qui rejoignent ce groupe Facebook partagent leur réseau. Donc, même si on n'est que 50 et que c'est absolument une coquille vide pour l'instant, le but, c'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Mais je t'en prie. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.